Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. Et j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Boulard. Bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Alors vous êtes maire du 17e arrondissement à Paris, vous êtes aussi au Conseil de Paris. Et puis c'est vrai que vous connaissez bien le monde agricole. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Très simplement, je suis fils d'exploitant agricole en Seine-Maritime. Donc j'ai vécu pendant 20 ans dans une exploitation agricole. Je suis évidemment très sensible aux questions agricoles, au monde rural. Mais je suis élu d'un territoire très urbain, puisque c'est le 17e arrondissement et c'est 173 000 habitants dans une capitale qui en comporte 2,2 millions en termes d'habitants. Donc c'est voilà, le passage du rural à la vie citadine. Et moi je suis très heureux de vivre en ville. Alors on va démarrer par les questions agricoles d'abord, et puis après on parlera des questions de politique plus générale. Tout d'abord, le monde agricole est en crise, ce n'est pas nouveau. Comment vous percevez aujourd'hui la difficulté des agriculteurs à pouvoir tirer un revenu? Moi, je crois que l'enjeu de l'agriculture, et des agricultures. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une agriculture. On a tendance toujours à dire l'agriculture française, le modèle français, l'excellence française, la particularité française. Non, l'enjeu, c'est de dire qu'il y a des agricultures en France. Et la difficulté, c'est de faire vivre toutes ces agricultures. Et puis qu'elles forment un ensemble homogène pour effectivement permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur la grande distribution qui tape sur les prix, qui assènent finalement par des politiques d'achat toujours moins disantes nos producteurs. Producteurs, c'est l'excellence française. On a plusieurs agricultures, plusieurs productions, plusieurs filières d'excellence. Et je crois qu'aujourd'hui, on sent une évolution dans le modèle agricole. C'est-à-dire je le voyais tout à l'heure, on est en train de se réinventer. On travaille sur les circuits courts. C'est-à-dire qu'on se réinvente, on voit qu'à un moment donné, on ne peut pas être uniquement sur des prix bas. Le lait, il faut bonifier. Donc il faut travailler sur des yaourts, par exemple, qu'on va produire nous-mêmes et qu'on va ensuite trouver les filières qui vont permettre de se développer, de commercialiser et d'en tirer un revenu qui est tout à fait à la hauteur de l'engagement des agriculteurs, qui dépensent leur temps, qui sont très engagés, qui ne connaissent pas les 35 heures et qui aujourd'hui sont une fierté nationale. C'est nos agricultures qui sont diverses, mais qui forment un modèle unique en Europe, unique, il faut bien dire, dans le monde. Alors vous êtes élus les Républicains, vous savez qu'Emmanuel Macron est venu là au samedi dernier donc visiter le salon. Alors c'est vrai que quand on demande un peu aux agriculteurs, ils sont un peu mitigés. À la fois, ils trouvent plutôt bien qu'Emmanuel Macron veuille développer des produits de qualité, et puis à la fois il leur a fait le coup du en même temps on ouvre les portes du Mercosur. Comment vous jugez justement cette dualité? Il faut bien dire que le monde a changé et que l'agriculture française, elle doit évoluer, on en a parlé. Donc elle doit s'ouvrir sur le monde, elle doit être tout à fait flexible, elle doit être agile à l'international. Il lui faut une capacité d'export, il lui faut faire connaître ses filières. Et c'est vrai qu'il a été interpellé notamment sur l'accord Mercosur. On le voyait tout à l'heure, l'entrée de ce salon, il y avait un certain nombre de manifestations. J'étais tout à l'heure avec l'interprofession de la viande. Il y a très clairement une position de toute cette filière qui est contre cet accord. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des politiques... 80 000 tonnes qui risquent d'être importées. Tout à fait. Et derrière, c'est des élevages, c'est des emplois, c'est une filière. Et c'est la qualité de la viande française qui est en jeu. Et là, je pense que le président de la République doit se positionner. Le en même temps a ses limites. Et qu'on a connu dans le passé, les agriculteurs, le monde rural, a connu des ministres qui ont défendu, des présidents de la République qui ont défendu une position un petit peu marginale peut-être dans le monde, mais qui est de dire l'agriculture française, elle ne se brade pas. Et les accords commerciaux, ils doivent avoir lieu, mais on doit mettre dans la balance qu'on a une agriculture qui est en pointe sur un certain nombre de sujets. Et derrière, c'est des emplois, c'est notre modèle et c'est aussi notre culture. C'est important, c'est l'identité française aussi. Et ça, je crois que Emmanuel Macron a dû, je pense, entendre le message, puisqu'il a été quand même accueilli vertement. Il y a eu des échanges, il a pris le temps aussi d'échanger. Mais j'espère qu'il en a tiré des conséquences et qu'il va défendre une position un petit peu originale qui a toujours été dans la longue tradition présidentielle de défendre le modèle agricole français et les agricultures en France. Alors on va migrer des sujets purement agricoles vers les sujets de la ville. Et là-dessus, vous êtes assez ouvert à l'agriculture urbaine, dans le 17e notamment. Alors, plus qu'ouvert, parce que moi, je suis un partisan du développement de l'agriculture urbaine dans les territoires qu'on connaît, comme à Paris, et dans le 17e arrondissement. Et on va, en partenariat avec la ville de Paris, remonter une vieille halle quai ferroviaire pour accueillir une ferme en aquaponie, pour développer un espace d'échange entre les agriculteurs conventionnels, ruraux qu'on connaît, et
des agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture urbaine, donc plus citadin. L'idée, c'est quoi? C'est de se servir de l'expérience des agriculteurs ruraux pour développer une agriculture qui va être adaptée au tissu urbain. Et ce qui est intéressant, c'est rapprocher les ruraux des citadins. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un fossé qui se creuse, on le voit, on parle de fracture territoriale. Et bien moi, je crois que l'agriculture urbaine, c'est une manière aussi de rapprocher finalement la France des territoires, France des régions, la France des terroirs, de ce qui se passe dans les villes. Et ça, c'est pour moi un facteur de cohésion sociale très important. Alors vous êtes élu donc, dans le 17e, mais aussi au Conseil de Paris. On parle beaucoup aujourd'hui de l'affaire justement des quais. Quelle est votre position là-dessus? Alors, les quais, il y a eu une décision du tribunal administratif qui a remis en cause ce qui avait été lancé par Anne Hidalgo. Moi, si vous voulez, pour être très clair, sur la partie donner un peu plus d'espace naturellement aux piétons et réduire la pollution, on est tous d'accord. Réduire la place de la voiture, c'est un fait qui va arriver. Maintenant, c'est la méthode. Et la méthode, elle est brutale. Anne Hidalgo n'a pas consulté les Parisiens, n'avait pas annoncé dans son programme de 2014 qu'elle allait fermer brutalement. Or, Paris ne peut pas vivre comme si elle était une capitale complètement fermée, claquemurée, entre des remparts. Ça n'existe plus. On est dans une métropole. Et il y a une entrée de département, c'est le Val-de-Marne, qui aujourd'hui a besoin de cette voie sur berge pour pouvoir rentrer dans son département. Donc ce que je conteste surtout, c'est la méthode. La méthode vis-à-vis des Parisiens, puisqu'on n'a pas annoncé la couleur, et vis-à-vis des communes limitrophes qui sont très impactées par cette fermeture. Et il y a une activité économique, donc je crois qu'il y a nécessité de rendre aux Parisiens des espaces, c'est certain, plus piétons, de réduire la place de la voiture. Il y a d'autres modes, on sait que la voiture va évoluer à l'horizon 2030, les choses vont évoluer, il n'y aura plus de conducteurs, tout ça va être automatique. Et donc il va falloir aussi développer les véhicules propres, tout simplement. Il faut accentuer, je pense qu'il faut aider les Parisiens, par exemple, et les Franciliens, parce que ça dépasse complètement le cadre de Paris, à pouvoir acheter des véhicules thermiques, non thermiques justement, et de pouvoir les inciter vraiment à changer de modèle. Donc tout ça, ça prend du temps, et ce que je conteste, c'est la méthode brutale d'Anne Hidalgo sur ces sujets, qui sont des sujets environnementaux, importants pour l'avenir de nos enfants, mais qui doivent être traités avec sérieux et avec méthode. Alors, vous étiez illustré il y a un an, puisque justement, vous aviez montré du doigt qu'il y avait des choses dans Paris qui n'étaient pas légales, et en particulier les fourrières. Les fourrières qui embarquent les véhicules sont pilotées par des personnes qui n'ont pas le permis, qui étaient correspondants à la catégorie, au poids de l'attelage. Où en est-on aujourd'hui, un an après, ou quelques mois de plus? Alors, sur les fourrières, c'est un vrai sujet qui avait fait la une de quelques médias notamment. J'avais pointé du doigt que les conducteurs n'avaient pas le bon permis, alors qu'ils étaient censés retirer des véhicules qui étaient en infraction. Eux-mêmes étaient en infraction. Voilà, donc il y a eu un contrôle suite à cela de tous les personnels pour vérifier s'ils avaient bien le bon permis. Et il y a eu un certain nombre de retraits, de radiation même de personnel, donc ça a eu un effet tout à fait bénéfique. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais il faut bien dire aujourd'hui que le comportement de ce type de ces personnels qui retirent les véhicules n'est pas exemplaire. Et là-dessus, on a encore du progrès à faire. La préfecture de police y travaille, mais je suis évidemment très vigilant. Je l'avais dénoncé et je continue évidemment à mettre un petit peu sous contrôle le préfet de police sur ces questions d'exemplarité. Aujourd'hui, les élus, on leur demande d'être exemplaires. L'administration, on lui demande aussi d'être exemplaire, et notamment ceux qui contrôlent. Je pense aussi donc aux policiers. Je ne vois pas pourquoi ceux qui vous enlèvent vos véhicules ne pourraient pas l'être. Ça me paraît tout à fait logique. Autre sujet très parisien, mais important, puisqu'on a demandé un peu dans les allées. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont les clés pour rentrer dans les immeubles, qui mettent des autocollants partout, qui distribuent des prospectus partout. Est-ce qu'il n'est pas temps, quelque part, d'agir? Alors, sujet sur lequel je suis aussi monté au créneau. J'avais posté une question orale au préfet de police sur cette question, savoir quels étaient les moyens mis en œuvre pour régler cette problématique des autocollants, de la publicité qui envahit les halls d'immeubles. Et on pourrait parler aussi des pare-brises qui salissent derrière nos rues et qui donnent du travail supplémentaire pas forcément nécessaire à nos agents. Malheureusement, il y a à Paris 3 agents qui sont en charge de lutter contre ce phénomène. Et souvent, vous le savez, c'est de l'escroquerie, puisque ce sont des numéros qui renvoient vers des plateformes avec des interventions et des niveaux de prestations qui sont complètement délirants. Et on a malheureusement beaucoup de fraudes, beaucoup d'arnaques pour les habitants. Donc c'est un vrai sujet. On a malheureusement aujourd'hui que 3 personnes à l'échelle de Paris, quand même hallucinant, pour contrôler ces méfaits et notamment ces incivilités. Vous demandez que ça aille plus loin? Bien sûr, on doit aller plus loin. Sur le pare-brising, il y a un certain nombre de sujets qui devraient être mis en relief avec
aussi le côté touristique de Paris, puisqu'en fait, il y a une réglementation. Mais voilà, je crois qu'il faut que le préfet aussi se saisisse de ces sujets qui pourrissent, entre guillemets, la vie au quotidien d'un certain nombre de Parisiens. Toute dernière question, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission, mais très précise. C'est vrai qu'on vit beaucoup du tourisme et on sait que, par exemple, au Palais Royal, il y a souvent des pickpockets, le métro l'indique, etc. On a l'impression qu'on ne fait rien. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure comme ça, action à mettre en œuvre avec le préfet de police? Alors il y a un vrai sujet à Paris, c'est que, vous le savez, le préfet de police est le seul à avoir autorité sur la police dans Paris. Il n'y a pas de police municipale. Nous, on le regrette. Je suis dans un groupe politique qui défend depuis un certain nombre d'années le fait qu'on ait besoin d'avoir une police municipale dans les arrondissements, soit à la main des maires d'arrondissement, en lien avec le préfet, qui pourrait tout à fait coordonner. Mais nous, on est à même d'orienter les actions pour qu'il y ait un certain nombre de résultats très concrets pour les Parisiens. Sur les pickpockets, par exemple, sur les cambriolages, c'est des vrais sujets du quotidien. Et on a aujourd'hui une défaillance, notamment sur le système de vidéoprotection à Paris, qui est totalement insuffisant. Vous allez à Londres, il y en a une tous les mètres, ça pose aucun problème. À Paris, par exemple, dans le 17e arrondissement, on n'a que 68 caméras. Et c'est pas faute de redemander régulièrement à l'État et à la ville de financer davantage, notamment de caméras de vidéoprotection. Pourquoi? Pour élucider un certain nombre d'affaires. Le flagrant délit peut évidemment être une opportunité à travers ces caméras, mais c'est surtout l'élucidation des faits. Et aujourd'hui, il faut aussi se placer du côté de la victime, et je crois que c'est important d'avoir des outils. Les caméras de vidéoprotection, montrer leur efficacité. Il n'y en a simplement pas assez à Paris et dans les arrondissements et dans nos quartiers. Geoffroy Boulard, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de TV Agri. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire du 17e arrondissement. Puis merci à vous. Merci.